Bonjour, je vous présente donc le contenu du cours sur les transformations nucléaires. Alors, on regarde les objectifs. Savoir identifier des isotopes. Donc, on va d'abord définir des isotopes avant de savoir les identifier. Savoir vérifier les lois de conservation lors d'une transformation nucléaire. Il faut voir que c'est différent d'une transformation physique ou chimique et qu'il y a des lois qui sont conservées et qu'on pourra le voir quand on écrira une équation. Ce se fera sur 3 types de radioactivité, alpha, bêta-, bêta+. Savoir identifier la nature nucléaire d'une transformation, c'est associé à savoir vérifier les lois de conservation, et connaître les conversions d'énergie au sein des étoiles ou dans les réacteurs nucléaires, par exemple. Ça, c'est de manière qualitative. Commençons déjà par définir la radioactivité. Donc, la radioactivité, c'est la désintégration d'un noyau atomique instable qui émet de l'énergie sous forme de rayonnement. Ça veut dire qu'il y a des noyaux stables et des noyaux instables. Comment on les distingue? Alors, sur la page 82, dans le document 1, vous avez 3 noyaux différents, A, B et C. En rouge, les protons, en blanc, les neutrons. Si on compte les protons pour chacun des noyaux, on voit qu'il y en a 6 pour le noyau A, B ou C. Ceci veut dire que Z vaut 6, Z étant le numéro atomique, et que donc on a un seul élément par noyau. Pour chacun des noyaux, on a le même élément. Cet élément-là, c'est le carbone. Le carbone a son numéro atomique associé qui vaut 6. Et bien ici, ce qu'on a, c'est des isotopes. Des isotopes, ça va être des noyaux qui ont le même nombre de protons, donc le même numéro atomique, qui font donc partie du même élément, mais qui ont des nombres de neutrons différents. En effet, si on regarde pour le noyau A, on a 6 neutrons, donc 12 nucléons si vous voulez. Pour le noyau B, on a 7 neutrons, donc 13 nucléons. Et pour le noyau C, on a 8 neutrons, donc 14 nucléons. On va d'ailleurs les appeler respectivement carbone 12, carbone 13 et carbone 14. Donc ces noyaux-là, ce sont des isotopes. Un isotope, c'est donc un noyau qui possède le même nombre de neutrons, donc le même numéro atomique, mais un nombre de masses différent. Le nombre de masses s'écrivant grand A. Nous, on va étudier les transformations au niveau des équations uniquement sur 3, alpha, bêta- et bêta+. Leur nom est donné en fonction des particules qui sont libérées lors de la désintégration radioactive. Commençons par la radioactivité bêta-. Elle est représentée par cette équation-là. Dans cette équation-là, vous voyez que un noyau X se transforme en noyau Y. Ils font partie d'éléments différents parce que on a Z à gauche pour le noyau X, mais Z plus 1, et encore une fois, le numéro atomique définit l'élément, donc on a bien un élément différent. On voit aussi qu'il y a une particule qui est libérée, et cette particule-là, c'est l'électron, comme vous le savez, de charge -1. Attention, ce n'est pas un électron de l'atome, c'est une transformation qui se fait à l'intérieur du noyau, d'accord? En fait, ici, ce qui se passe, c'est qu'un neutron se transforme en proton, et en se transformant en proton, il libère un électron. On observe ici qu'il y a conservation du numéro atomique Z et du nombre de masse A. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, si on regarde l'équation, prenons un exemple concret. Si on regarde cette équation-là, dans cette équation-là, qui est une désintégration radioactive bêta-, on voit que le bismuth, symbole Bi, se transforme en polonium, symbole Po, en libérant un électron. Si on regarde le nombre de masses, on a 210 en haut à gauche, et on a 210 plus 0 à droite. Donc on a conservation de ce nombre de masses. 210 est égal à 210 plus 0. De la même manière, en bas, on a 83 pour le numéro atomique,
à gauche, et on a 84-1 à droite pour le numéro atomique. Donc le numéro atomique se conserve également. 83 est égal à 84-1. Eh bien, il s'agit des lois de conservation lors des désintégrations radioactives. Ces lois de conservation sont toujours valables. On va uniquement les appliquer sur les deux autres radioactivités que l'on voit dans ce chapitre, la radioactivité bêta+ et alpha. La radioactivité bêta+, donc dans cette radioactivité-là, on a un noyau X qui se transforme en noyau Y, qui cette fois-ci a un numéro atomique qui vaut Z-1. Une particule est libérée, et pour respecter la conservation du numéro atomique et du nombre de masse, cette particule-là doit avoir une charge de +1 et un nombre de masse de 0. Il s'agit de ce qu'on appelle le positon ou le positron. C'est un petit peu la particule inverse de l'électron. Alors, on voit que pour β-, on a une particule de charge -1 qui est libérée, et pour β+, particule de charge +1. C'est de là que viennent en fait les noms des intégrations β- et β+. D'accord? Donc rappelez-vous que vous pouvez associer le signe au type de radioactivité. Et enfin, on a la radioactivité alpha. Cette radioactivité-là se traduit par une équation du type un noyau X se transforme en noyau Y dans lequel le numéro atomique a baissé de 2 unités. On passe de 84 à 82. D'autre part, le nombre de masse, 217, est passé à 213. Donc, le nombre de masse a diminué de 4. Pour qu'il y ait conservation des nombres de masse et des numéros atomiques Z, il faut donc qu'une particule soit libérée. Et cette particule-là, on l'appelle alpha. En fait, il s'agit d'un noyau d'hélium. Le numéro atomique de l'hélium, c'est 2, ce qui correspond à 2 protons. D'accord? Et son nombre de masse, c'est 4. Alors, il peut y en avoir d'autres, parce qu'on vient de voir qu'il y a des isotopes. Mais ici, c'est le nombre 4. Autrement dit, ce noyau d'hélium libéré contient 2 protons et 2 neutrons. Et les numéros atomiques Z et le nombre de masse 1 sont conservés. 217 égale 213 plus 4 pour le nombre de masse et 84 égale 82 plus 2 pour le numéro atomique. Alors voyons l'application de cela sur ce qu'on appelle le jeu de l'or. Le jeu de l'or consiste à trouver une façon de transformer un des isotopes naturels du plomb en un noyau d'or. Son numéro atomique, on voit qu'il est de 79. Le plomb a pour numéro atomique Z égale 82. Donc il faut aller de 82 jusqu'à 79. Baisser le numéro atomique de 3. Ici, vous avez ce qu'on appelle le plateau du jeu. En ordonnée, vous avez Z, c'est le nombre de protons, le numéro atomique. Et en abscisse, vous avez N, c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, vous savez que c'est le nombre de masse moins le numéro atomique, A moins Z. Donc on a un nombre de protons croissant en ordonnée et un nombre de neutrons croissant en abscisse. On voit que sur chacune des lignes de ce tableau, vous avez un seul élément, qui est normal, parce que à chaque élément correspond un numéro atomique. Par exemple, pour Z égale 82, on a le plomb. Pour Z égale 83, le bismuth. Pour Z égale 84, le polonium, etc. En ordonnée, vous avez donc, suivant des colonnes, un nombre de neutrons qui augmente, et donc un nombre de masses qui augmente par incrément de 1. On passe de 208 à 209, 210, etc., tout en gardant le même élément. Enfin, les types de désintégration connus sont référés par des couleurs. La case jaune montre une désintégration alpha, la case rose une désintégration bêta+, et la case bleue une désintégration bêta-. Quand les cases sont en gris, les éléments sont stables et les noyaux ne se désintègrent donc pas radioactivement.
Regardons par rapport aux désintégrations dont on vient de parler, comment on peut se déplacer sur le tableau et voir si on peut se déplacer du plomb vers l'or, et donc répondre à la fameuse question en accroche. La désintégration β- voit un élément passer d'un numéro atomique Z à un numéro atomique Z plus 1. Donc tout se passe comme si on passait d'une à une ligne supérieure. D'autre part, d'après la conservation, les lois de conservation que l'on a évoquées, il faut que l'on garde le même nombre de masses. Donc, on a un neutron qui se transforme en proton et on perd une valeur de 1 pour n. Autrement dit, tout se passe comme si on se décalait à gauche et en haut. Par exemple ici, si vous prenez le plomb 211, la désintégration β- est possible parce que c'est une case bleue, et le plomb 211 va donc pouvoir se désintégrer en bismuth 211. Comme c'est une désintégration β-, cela libérera un électron. Pour le β+, c'est le même raisonnement mais à l'inverse. On a un proton qui se transforme en neutron, descend donc d'une ligne, et on augmente, décale d'une colonne à droite. Donc tout se passe comme si on allait en bas à droite. Ici, on voit qu'il y a deux cas possibles pour β+, le bismuth 207 ou 208, qui se transforment respectivement en plomb 207 ou en plomb 208, qui eux sont stables et vont donc pas se désintégrer. La désintégration β+ relâchera à chaque fois, libérera à chaque fois un positon E de charge plus 1. Et enfin, pour la désintégration alpha, la capture de neutrons, on n'évoquera pas dans ce cours. Pour la désintégration alpha, on a une particule alpha qui est libérée, qui contient, comme on l'a dit, 2 neutrons et 2 protons. Autrement dit, on décale à gauche de 2 fois parce qu'on perd 2 neutrons, et on descend de 2 lignes parce qu'on perd 2 protons. Donc tout se passe comme si on allait en bas à gauche de 2 cases. Donc avec ce raisonnement, est-ce que l'on peut passer du plomb jusqu'à l'or? Et la réponse est non, parce que l'on voit que on a uniquement des désintégrations β- ou bien des éléments stables. Or, les désintégrations β- se transforment en un Z d'incrément supérieur, c'est-à-dire ici Z égale 83. Et le numéro atomique de l'or est 79. Alors passons aux notions de fission et de fusion. Dans l'activité 3, document 1, on a deux exemples de fission et de fusion. Le premier, c'est la fission. Sous l'impact d'un neutron, donc c'est une radioactivité qui est portée, un noyau d'uranium peut se scinder en deux noyaux plus petits tout en rayonnant des photons. Alors, on parle de fission ici parce que, pensez à fisturer, d'accord? On a notre noyau qui littéralement se casse pour donner deux noyaux plus petits. Lorsqu'il se casse, l'énergie qui servait à coller, entre guillemets, les nucléons entre eux, dans le gros noyau, est libérée. Et elle est libérée sous forme de rayonnement. En fait, dans chaque désintégration radioactive ou chaque réaction nucléaire, on a un rayonnement qui est libéré, très souvent de haute énergie. C'est pour ça qu'on l'utilise dans les centrales nucléaires, bien malheureusement aussi dans les applications militaires. Le deuxième exemple, c'est l'exemple de fusion. Donc fusion, pensez à fondre, et on a l'idée que quand on fond, on mélange quelque part quelque chose, même si c'est pas vraiment un mélange, d'accord? Bien la fusion, c'est ce qui se passe au cœur des étoiles, comme le Soleil. Vous avez une température qui est tellement importante au cœur des étoiles que les noyaux, dans les étoiles, vous avez un plasma, donc vous avez une sorte de soupe de noyaux et d'électrons. Les noyaux sont tellement agités de par la température thermique, de par la température
Les noyaux sont, les noyaux sont tellement agités de par la température qu'ils se rencontrent souvent et peuvent fusionner. Donc, le Soleil est une boule d'hydrogène. Dans le Soleil, ce sont les noyaux d'hydrogène qui fusionnent pour former de l'hélium. Alors, pour répondre à la question de l'accroche sur la fusion thermonucléaire, évidemment, on ne rencontre pas les températures que l'on a au centre du Soleil, car il faut une pression gigantesque. On a de la radioactivité cependant, mais on n'a pas de réaction de fusion thermonucléaire, et quelque part, je dirais, c'est plutôt pas mal. Par contre, on essaie sur Terre de reproduire les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que la fusion nucléaire pourrait s'avérer, si elle est maîtrisée, une technologie très prometteuse. On a de l'hydrogène à profusion sur Terre, il se trouve dans l'eau des mers, sous la forme d'eau, d'accord, mais vous savez qu'on peut utiliser l'eau pour la transformer en dihydrogène et en oxygène, et donc le dihydrogène formerait un carburant pour la fusion nucléaire, un carburant quasiment illimité, sachant que la fusion nucléaire libère énormément d'énergie, une source d'énergie potentiellement quasiment infinie. On peut faire ça de plusieurs manières. La première, c'est le laser mégajoule. Donc le principe, en fait, c'est de focaliser un faisceau d'une grande puissance vers une petite cible qui contient des atomes afin de les exciter énormément de manière à ce qu'ils aient des énergies thermiques comparables à celles que l'on a au centre des étoiles et qui puissent théoriquement fusionner. Alors, on en est au stade expérimental pour l'instant. Le deuxième, c'est ITER. C'est un projet franco-japonais qui est installé à Cadarache, dans le sud-est de la France, qui met en jeu ce qu'on appelle un tokamak. C'est cette machine que vous voyez là. Donc, ce prototype de tokamak génère un champ magnétique intense qui va permettre d'exciter le plasma. Donc encore une fois, le plasma, c'est ce qu'on a au centre des étoiles, une soupe de noyaux d'électrons, de manière à également recréer des conditions similaires à celles au centre des étoiles. Donc c'est un projet qui est évidemment très très prometteur, mais qui est encore au stade expérimental. Pour l'instant, on en reste à la bonne vieille fission nucléaire qui existe dans les centrales nucléaires. Alors en termes de conversion d'énergie, qu'est-ce qui se passe au centre des étoiles? Eh bien, l'énergie des fusions thermonucléaires au centre des étoiles est convertie en énergie de rayonnement. D'accord? Cette énergie de rayonnement, elle met un certain temps à se propager hors du Soleil, puis elle vient chauffer la couronne qui est autour du Soleil, ce qu'on appelle la chromosphère. Et puis, évidemment, le rayonnement se propage ensuite dans le système solaire et vient lui-même chauffer les différentes planètes et satellites. D'accord? Alors, dans le cas de la fission nucléaire, dans le cas des centrales nucléaires, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, si on regarde ici un schéma d'une centrale nucléaire, la fission, c'est casser un noyau en noyau plus petit. D'accord? Donc, vous avez ici le combustible. Le combustible, c'est par exemple l'uranium, comme on l'a vu. Il se scinde en noyaux plus petits et libère, encore une fois, comme à chaque fois qu'il y a radioactivité, un rayonnement intense. Comme ce rayonnement est parfois très intense, il est difficile à contrôler, on utilise des barres de contrôle, en gros qui vont absorber une partie du rayonnement. Autour de ce combustible, on a une sorte de piscine, d'accord, une piscine d'eau, cuve, qui va
l'eau chauffée parce que le rayonnement va être absorbé par les molécules d'eau. Comme il chauffe, il se transforme en vapeur, on a une génération de vapeur, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire. En gros, le cœur un petit peu de la centrale nucléaire. Le circuit secondaire correspond à d'autres types de centrales qui existent, comme les charbon, la pétrole, la gaz, même hydraulique. La matière va circuler, ici c'est la vapeur d'eau, va circuler à travers une turbine qui est elle-même associée à un alternateur. Cet alternateur va permettre de générer de l'électricité qui ensuite passe par le transformateur et est livrée à l'extérieur de la centrale. Pour refroidir la vapeur, on utilise un autre circuit qui est le circuit de refroidissement. C'est pour ça que les centrales nucléaires sont construites au bord des fleuves ou au bord de la mer. On fait circuler l'eau du fleuve dans ce circuit de refroidissement et la vapeur se recondense en eau que l'on réinjecte dans le circuit primaire. Donc on a un cycle un petit peu plus compliqué qu'au sein des étoiles. Notre énergie nucléaire est convertie en énergie de rayonnement par fission nucléaire, qui elle-même est convertie en énergie thermique absorbée par l'eau des cuves. La vapeur d'eau passe à travers une turbine, donc on a l'énergie thermique qui est convertie en énergie mécanique parce que la turbine est activée. Et enfin, la turbine est associée à ce qu'on appelle un rotor, un stator, ce qui permet la conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Évidemment, on a à chaque fois des pertes. Par exemple, pour l'énergie mécanique, ça peut être des pertes par frottement. Mais on a quand même des rendements qui sont relativement bons pour les centrales nucléaires.